Salut à tous et bienvenue dans le podcast Data Buzzword. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Long. Alors, j'ai pas dit Long. Johan. Comment ça va? Bien et toi? Enchanté. Super bien, on est content de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Johan? Alors, ok. Par où commencer? Tout le temps assez dur de savoir. Moi, je viens du monde du rendering 3D. J'ai créé en fait une startup qui s'appelle Luxdunum 3D. C'était un moteur 3D temps réel avec une nouvelle technologie qui s'appelle Vulkan. Ça, c'était en 2016. On a bossé pendant un an dessus. On a eu pas mal de retours. C'était plutôt cool. Mais finalement, le marché des moteurs 3D est assez complexe à attaquer. Après, j'étais responsable des projets d'intelligence artificielle d'une école qui s'appelle Epitech. J'étais sur le campus de Lyon. Donc de là, j'ai encadré des étudiants de niveau bachelor, première, deuxième et troisième année pour les familiariser aux thématiques du machine learning à travers des projets concrets. Après, là, j'étais data architecte dans une start-up qui s'appelle Nelio, donc une food tech de livraison de produits frais sur Lyon et sur Paris, que je viens de quitter il y a récemment. Et là, je suis en train de créer ma propre structure d'apprentissage intensif de data scientist. Donc, l'idée, ça serait un campus de formation de 6 mois environ sur des technologies sur vraiment le state of the art de l'intelligence artificielle. À la fois pour former donc des profils de data analyst d'un côté, data engineer de l'autre, voire même si les compétences mathématiques sont là en amont des data scientists. Cool, donc ça veut dire que là tu es en train de nous vendre du Coursera ultra intensif, c'est un petit peu le rêve de tout le monde, quoi. Exactement, du Coursera en français, local, made in Lyon. Made in Lyon, excellent, super. Alors, on revenait un peu là-dessus. Je suis super content de t'avoir parce que toi, ton background de tout ce qui est, on va dire, rendering 3D t'amène forcément à être très proche du hardware et c'est un peu le sujet qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, on va parler en particulier des annonces d'NVIDIA lors de la GTC, donc la GTC pour GPU Tech Conference Europe qui était à Berlin. Le 13 octobre, si je dis pas, 13-14 octobre, cette semaine-là. J'ai eu la chance d'y être. C'était à Munich, pardon. Et j'ai eu la chance d'y participer. Toi, tu as suivi aussi les annonces qui ont été faites. Donc, du coup, forcément, on va parler un peu hardware, mais on va pas que parler hardware, on va parler machine learning. Et puis, on parlera aussi un petit peu de les concurrents d'NVIDIA. Personne n'en parle, mais c'est vrai qu'il y a AMD qui est là. Et toi, tu nous parleras un petit peu de ROCm, qui est une belle technologie. Donc, pour commencer, les annonces d'NVIDIA. Alors, il y en a eu plusieurs. Une des premières qui avait déjà été annoncée, mais c'était détaillé à l'Europe, en règle générale, le DGX2 qui prend la suite du DGX1. Alors, pour détailler un petit peu, le DGX1, c'était déjà une belle bécane. 3,5 kW de consommation. Il y a de quoi chauffer la maison. C'est clair. 8 GPU, qui étaient des V100, donc les dernières technologies, donc les Volta. Il y a eu 2 versions. Il y a une version Pascal aussi. Il y a une version Pascal. Il y a eu les P100 juste avant. Il y avait les V100 donc l'année dernière, qui était en, je pense, septembre l'année dernière, quelque chose comme ça. Avant, effectivement, on avait les Pascal. Et là, ils annoncent le DGX2. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Est-ce que tu as regardé, toi, rapidement, ce que tu voyais? Alors, ce que je voyais, donc là, je vois... non, je n'ai pas regardé très en détail. Je vois 2 teraflops de calcul, ce qui est intéressant. Ils mettent en avant forcément le 16 GPU, du coup. Donc, 2 DGX1 combinés, à ce que je vois. Exactement. En fait, je crois que c'est 2 pétaflops, si je dis pas de bêtises. Ah oui, pétaflops. J'ai dit. Ouais. Okay. 2 Tera. Effectivement, ça fait pas beaucoup. C'est pas le même rendement non, pas tout en fonction de ce que tu payes. Et oui, c'est 2 DGX1, donc ils ont collé les uns au-dessus des autres. Ils ont rajouté un switch NVLink, donc on se retrouve avec 16 GPU qui parlent ensemble. Ils annoncent x10 en termes de performance. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire des NVLink? Parce que tout a l'air de reposer sur cette technologie NVIDIA.
Ok, du coup, à ce que j'en ai compris, hein, je suis pas expert du domaine, mais un NVLink, c'est au fait du hardware concrètement. Donc c'est un canal de communication entre plusieurs GPU. La particularité, c'est que chaque carte graphique NVIDIA dispose de deux entrées NVLink ou sorties, bien entendu, qui leur permet au fait de faire des rings de communication inter-GPU, voilà, qui donc permet d'accéder à de la mémoire d'un GPU, d'un autre GPU, sans passer en fait par le processeur. Parce que si on passait par le processeur pour faire la communication entre du multi-GPU, ça serait extrêmement lent, parce qu'il y aurait de la bufferisation, enfin de la transfert de mémoire des deux côtés. Alors que là, ça permet vraiment un accès directement entre plusieurs cartes graphiques. Donc la mémoire n'est pas dumpée, n'est pas transformée, etc. C'est vraiment on transfère la mémoire en direct via des canaux de communication. Exactement. Et donc, il y avait déjà ça intrinsèquement au sein du DGX1, et là, le switch NVLink permet de le faire entre deux DGX1, donc faire communiquer en gros 16 GPU ensemble. Ce qui est quand même impressionnant. Assez costaud. Exactement. Impressionnant. Après, il faut savoir l'opérer et l'exploiter, cette technologie NVLink, parce que ça se programme. Il y a la topologie des GPU à prendre en compte quand on fait, par exemple, des réseaux neurones ou du graphique, du rendering graphique. Exactement. Mais ça reste une belle bécane. Et du coup, toi, tu me parlais juste avant, tu me disais, il faut regarder quand même les PCI Lane, CPU, etc. Est-ce que tu peux détailler un petit peu cette partie-là? Oui, tout à fait. En fait, un processeur a un nombre de PCI Lane qui est dédié, c'est-à-dire que dans tout l'ordinateur, il va dédier au fait une partie de ces PCI Lane pour la communication I/O, des USB, voilà, genre ce genre de choses-là, et une autre partie qui est dédiée d'un côté au chipset, et de l'autre côté donc aux cartes graphiques, par exemple au PCI Lane de la carte mère. Et donc sachant que chaque carte graphique utilise 16 PCI Lane, on dit qu'il y a combien de cartes graphiques? 16 cartes graphiques, donc ça fait voilà, 16 x 16, ce qui fait beaucoup. Par rapport à ça, du coup, il y a une complexité sur le nombre de processeurs qui est requis pour gérer autant de PCI Lane. Je crois qu'ils en sont à du coup 4 processeurs dans le DGX2. Donc, outre la communication en fait inter-GPU, on va avoir aussi une complexité sur la communication inter-CPU, parce qu'on a quand même du coup 4 chefs d'orchestre avec genre 16 GPU en tout. Donc, beaucoup de complexité à la fois au niveau hardware, au niveau software et au niveau du code. Ça sera intéressant comme challenge à voir comment les frameworks de machine learning répondent à ça. Surtout que les 4 CPU dont tu parles, donc ils sont pas sur la même bécane, donc les CPU en question. Donc il va y avoir encore ce sujet-là. Je suppose que dans le DGX2, oui, c'est forcément 2 cartes mères différentes avec 2 processeurs chacune dessus. Effectivement. Donc il y aura la topologie CPU à prendre en compte. C'est d'histoire passionnante, des casse-têtes pour les ingénieurs là-bas. C'est top. Alors, 1,5 Tera de RAM. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'au prix de la mémoire RAM du marché actuel et au niveau aussi des process de fabrication on voit par exemple que ce soit Nvidia d'un côté ou AMD de l'autre ont du mal à fabriquer suffisamment de cartes graphiques avec de la mémoire RAM HBM2 par exemple pour la masse. Bon, on se demande comment ils vont faire. Enfin, après, c'est pas la masse, hein, les DX. DGX2, je sais pas s'ils en vendent des masses, mais je pense qu'ils vont en vendre un certain nombre quand même, parce que toutes les voitures autonomes ont besoin de s'entraîner et de faire énormément de simulations, d'entraînement, tout ça. Donc, il va y avoir quand même, il y a toute la révolution automobile, pas que automobile, mais du transport, qui va être ultra consommateur. Il se pose du coup la question du prix. Je ne connais pas le prix du DGX2, mais je suppose qu'il doit être assez élevé. Je pense qu'il est très cher. Ce qui est outre l'aspect du prix, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est finalement, c'est quand même un marché qui va vite. Quand on parlait du DGX1, il y a eu une version à la fois Pascal et une version Volta, ce qui fait déjà donc 2 versions. Je suppose que quand on investit autant d'argent sur la version Pascal et que finalement 9 mois plus tard il y a une version Volta qui sort, on se sent peut-être un peu losé.
là, même pas un an après, on a le DGX2 qui sort. Est-ce que la technologie va pas trop vite comparé à l'investissement que cela représente pour les sociétés ou les centres de recherche? C'est un vrai sujet. C'est pour ça que je pense que le cloud, c'est un bon moyen. Donc c'est ce qu'on appelle le capex. Hein, c'est l'investissement en capital versus les coûts d'opération, l'investissement en coûts d'opération, enfin pas d'investissement. Et je pense qu'effectivement le cloud est une des alternatives pour pas prendre ce risque-là tant que le marché va à cette vitesse-là. C'est juste faramineux la vitesse à laquelle ça va. Et prendre ce risque-là aujourd'hui, je le disais en conférence l'année dernière, faut l'assumer quoi. Faut l'assumer. Faut sortir le billet et s'assurer que sa carte ait le temps de le mettre en opération aussi, hein, parce que 10 kilowatts, et encore, hein, je disais 160 kilos la bécane. Hein. Il faut la mettre. Hein. Ouais. Faut faire de la muscu. Donc 160 kilos, 10 kilowatts, il faut le refroidir. Faut l'alimenter avec une alim primaire, une alim de spare, etc. Le temps que tu la mettes en fonctionnement, t'en as déjà une nouvelle version qui est sortie, quoi. Ça peut être un peu frustrant. Effectivement. Donc effectivement, t'as raison, c'est un vrai sujet, la vitesse à laquelle ça se développe. Et justement, donc Jensen Huang, donc le fondateur, parlait de la loi de Moore et parlait de sa propre loi à lui. Donc de façon humble la loi Jensen, qu'il a fortement suggéré comme nom. Et effectivement, il montrait qu'il avait une croissance. Il y avait une croissance avec les GPU qui étaient au-delà de ce que faisait la loi de Moore. Donc, intéressant, c'était une anecdote, mais c'est effectivement un vrai sujet à se poser aujourd'hui. Sujet en plus d'actualité, quand on voit sur les processeurs, on commence à dire justement que la loi de Moore n'est plus respectée parce que voilà, on voit Intel en galère totale de fournir le 10 nanomètres en finesse de gravure pour ses transistors, où ça fait plusieurs années qu'ils reportent le mass market à ce sujet-là. Donc en effet, c'est intéressant de voir du coup l'alternative côté GPU. Et effectivement, alors après c'est assez marrant parce que c'est vraiment deux directions. On va en parler tout à l'heure là sur la partie software, mais c'est deux directions différentes et en même temps similaires. Il y a Nvidia qui pousse à mort le hardware pour l'accélération software, et on voit d'un autre côté Intel. Ils ont déjà leur marché du CPU et eux contribuent énormément pour les softwares. Donc ils ont leur propre, ils contribuent énormément à scikit-learn. À NumPy, à Panda, etc. On le sait pas forcément, c'est assez méconnu, mais ils font énormément d'accélération. Ouais, non mais c'est un truc de fou. Tu regarderas ils ont des, je vais pas dire des forks, ils essayent de mettre en upstream, hein, mais c'est difficile quand t'es un vendeur effectivement de dire les mecs, je fais une contribution pour la société entre guillemets open source, mais je suis un vendeur qui représente le capital. En général, l'open source n'aime pas trop ça, mais ça dit que Intel fait des énormes contributions sur l'accélération de scikit, etc. Machin. C'est des gens qui ont l'habitude de compiler au plus bas niveau et donc connaissent plein d'optimisations processeurs. Et je sais je crois qu'ils accélèrent par 40, genre Panda ou des choses comme ça. Enfin, c'est des trucs de malade. Donc tu as un très bon exemple, c'est Conda. Si les gens installent TensorFlow via Conda versus PIP, tu peux avoir un facteur, je pense, de 40 entre les deux en termes de performance. Parce que Conda utilise la branche Intel, là où PIP utilise la branche Open Source Master, et tu as quand même un x40 entre les deux. Donc n'installez plus TensorFlow avec PIP. Et du coup, ça exploite quand même le chipset graphique présent dans les processeurs Intel ? Pour TensorFlow, je peux pas te répondre exactement comment ça marche. Je sais pas trop. Mais je pense qu'au niveau CPU, je pense que c'est plutôt au niveau CPU qu'ils se sont calés. Au niveau CPU, par contre, il y a des accélérations en exploitant mieux, effectivement, les threads, les choses comme ça. Enfin, faut voir que c'est des trucs qui se basent effectivement sur du NumPy, du Panda, etc., qui sont plutôt des gens de Python, pas forcément des gens de C++, et eux, ils ont vraiment des gens qui font de la compilation au plus bas niveau. Donc. Après, c'est quelque chose d'aussi très intéressant, c'est le côté, on parle beaucoup de cartes graphiques, mais il y a beaucoup de codes existants sur des centres des labos de recherche, des centres de recherche qui sont sur des vieilles technologies, du vieux code qui est maintenu, mais qui n'est pas forcément mis à jour. Le mettre à jour sur des technologies propriétaires comme CUDA, je suppose que ça peut refroidir d'un côté certains labos de recherche. D'un autre côté, on peut... genre CUDA est quand même le state of the art sur côté software sur l'accélération GPU. Mais
Mais ouais, donc c'est aussi intéressant de voir que certainement en France, il doit être certainement avoir une consommation, enfin une habitude des centres de recherche à rester sur le processeur. Et donc comment accélérer donc ces frameworks pour qu'ils fonctionnent aussi côté processeur. Donc c'est là où Intel a certainement une carte à jouer. T'as complètement raison, mais on voit les centres de recherche qui se posent d'abord la question de la scalabilité d'un cluster et de l'accessibilité des ressources avant de se poser la question de la technologie sous-jacente. Donc par exemple, ils vont plutôt penser en termes d'architecture, comment est-ce que je passe sur du Kubernetes, comment est-ce que je peux déborder mon cloud, enfin mon data center dans du cloud, comment est-ce que je peux déporter tel ou tel type de calcul. Et ça reste encore très CPU intensif. C'est en recherche. Tout n'est pas passé sur du GPU. Faut pas croire à ça. Et il se pose beaucoup la question effectivement de la scalabilité avant même de se poser la question du hardware dessous, etc. Donc c'est un très très gros sujet ça aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ont leur décès et tout ça. Comment ils vont réussir à faire cette transition-là? Gros sujet. On en revient du coup sur la transition, sur renouvellement du parc hardware qui ne doit pas être qui doit pas être fréquent, justement, du coup conserver. Et puis il y a le mouvement cloud. Donc est-ce que je renouvelle mon parc ou est-ce que le nouveau parc je le mets dans le cloud? Est-ce qu'il y a CAPEX ou OPEX? C'est ce que j'expliquais avant. Vrai sujet. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant, parce que là, on commence à toucher du doigt le GPU, mais est-ce que le GPU, c'est vraiment la solution à tout? On commence à toucher du doigt un des points, moi, qui a été marquant et qui, pour moi, est un virage complet de NVIDIA. Et c'était vraiment annoncé au GTC, c'était pas annoncé, la GPU Tech Conf d'Europe, c'était pas annoncé avant dans une autre conf aux États-Unis, c'était vraiment en Europe. C'est l'annonce de Rapids. Et donc, Rapids, pour le faire simple, c'est des chipsets d'accélération qui sont basés sur la technologie GPU, mais qui sont des chipsets d'accélération pour tout ce qui va être librairie de machine learning. Donc derrière, il y a cuML, cuDF, etc. Mais ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est le fait que Jensen Huang, donc le fondateur, a présenté un camembert, qui pour moi est le camembert qui démontre le changement de position de NVIDIA. Le camembert était disponible. J'ai pas vu le camembert, donc je veux bien que tu m'expliques. T'as pas vu le camembert? Non, je n'ai pas vu le camembert. Je vais te montrer le camembert. Donc le camembert en question, il a 3 morceaux. Il a une petite tranche qui représente à peu près 20% de la taille du camembert, et ça s'appelle Deep Learning. Ensuite, il y avait une autre tranche de 50% où c'était marqué Machine Learning. Et puis le restant, c'était Scientific Computing. Voilà, je te la montre. Voilà, en direct. Okay. Je vais te l'envoyer. Au-dessus, il y avait marqué 36 milliards de dollars de marché. Okay. Conséquent. Et donc là, il était en train de dire, en gros, que le 20% sur lequel ils se concentrent depuis des années et sur lequel ils font le market buzz, ce 20% de deep learning, c'est 20% de ces 36 milliards de marché. Et qu'avec l'annonce alors ce qu'ils appellent TensorRT et Rapids, donc Rapids, le framework qui va aller attaquer scikit-learn, accélérer tout ce qui va être scikit-learn, etc., ils étaient en train d'annoncer qu'ils allaient s'attaquer au marché de 18 milliards de dollars qui aujourd'hui était vraiment réservé aux CPU. Voilà, scikit-learn, ça sert à rien de mettre du GPU derrière. C'est exactement ce qu'on voit du coup avec Rapids, qui, à ce que j'ai vu, ce qui se build au top de Apache Arrow. En fait, la volonté de NVIDIA, ce que je comprends, c'est d'avoir un espèce de data frame côté GPU, donc avoir une grosse allocation de mémoire côté GPU, et qu'on fasse dans la pipeline de traitement de la data, d'intelligence artificielle de façon globale, vraiment la partie traitement de la data, analyse de la data et training de la data full côté GPU. Exactement. Et donc là, ils sont vraiment carrément en train d'aller chercher du Intel que, comme je disais, a toujours plutôt contribué dans l'open source en gardant du CPU, etc. Et là, on se retrouve vraiment dans une situation où là, c'est la confrontation, quoi. C'est le combat des grands. Là où on voyait plutôt NVIDIA dire bon, on fait du deep learning, et puis Intel disait bah ouais, mais deep learning c'est une petite part de marché. Là c'est l'affront, enfin c'est carrément un affront, on va le dire comme ça. Donc on va voir ce que ça donne.
Ça reste très intéressant. Qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est savoir comment cela ça va s'intégrer en fait, aux différents stacks, que ce soit les stacks, hardware, driver, mais aussi surtout les frameworks concrets de machine learning, comment ils vont exploiter et quelle sera l'adoption des différents frameworks sur NVIDIA Rapids. C'est très intéressant. Ouais, et là, on rejoint un sujet de fond, c'est déjà de 1, il faudrait que les gens comme PyTorch, TensorFlow, etc. se mettent d'accord sur un format d'export standard et un format de try standard. Déjà, ce serait cool. Par rapport à ce format, moi je viens de la 3D. De la 3D, c'est géré donc par un consortium qui s'appelle Chronos Group, qui réunit justement les géants de la tech, que ce soit Nvidia, Intel, etc. Et du coup, il y a cette notion d'échange de data sur les modèles 3D. Mon moteur gérait justement un nouveau format de data qui s'appelait GLTF à l'époque, qui était vraiment révolutionnaire, qui avait été présenté à la Game Developer Conference 2016 ou 2017, je me souviens plus. Et du coup, donc, il y avait ces problématiques de justement la standardisation des moyens de communication pour que ça soit non lié à un constructeur de carte graphique et non lié à une stack technique. Et je pense que Chronos Group a fait des annonces par rapport à ça justement. Donc, ils s'attaquent depuis peu à la notion de machine learning. Je sais que l'année dernière, ils ont présenté un moyen d'échange de structures de données de modèles de machine learning pour essayer de transférer d'un framework à un autre framework. Ça, je sais il y avait eu ça l'année dernière. Je ne sais pas où ils en sont à l'heure actuelle. Il y a encore ça. Tu le vois de plus en plus. Tu as le PMML, donc le Predictive Markup Language, qui commence à être un standard qui sort, qui te permet de sortir certains modèles, pas tous, de machine learning vers un standard XML. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a Intel. Désolé, je les défends quand même. Et ils font des belles choses, mais c'est pas les meilleurs en marketing, faut le dire. Par exemple, tu savais pas pour les contributions, bah ça c'est vrai que c'est un élément énorme. Mais t'en as d'autres. T'as OpenVINO, qui moi je pense est le bon modèle. Vous regarderez OpenVINO, c'est vraiment super bien chez Intel, qui va en fait abstraire CPU, GPU et VPU, donc Virtual Processing Unit, dans une boîte. En fait, on rentre un modèle café, donc avec je pense que c'est un binaire et un XML, je me souviens plus trop. Et derrière, tu choisis le modèle de hardware sur lequel va s'inférer ou va travailler en fait ça. Et je pense que c'est peut-être là qu'il faut un modèle d'entrée, une abstraction du software en sortie, et enfin peut-être qu'on va pouvoir concentrer nos efforts sur le cœur du sujet, quoi. Mais aujourd'hui, on sent que c'est le combat des chefs. Exactement. CUDA, il y a beaucoup de choses. Ça. Alors, je pense que le CUDA, c'était le combat des chefs il y a 5 ans, je dirais à peu près. Là, le combat des chefs, c'est plutôt sur les primitives côté GPU, justement sur Rapid, c'est un peu après finalement CUDA. Ouais, c'est ça. Mais on sait qu'il y a un standard qui doit émerger, mais aujourd'hui, c'est un peu quand même tout le monde veut garder sa technologie exactement fermée avec sa légère abstraction envers l'OS. Et ça va se réconcilier à un moment donné. En tout cas, on l'espère. Et donc il y avait ça qui était hyper impressionnant. Puis cuDF, donc cuDataFrame, qui est une accélération en utilisant Apache Arrow. Et ça, comme on discutait juste avant, c'est un truc personnellement, ça m'a un peu surpris parce que Nvidia, je les voyais pas à ces niveaux de software. Les niveaux de software que je voyais avant, c'était Nvidia Docker, etc. Donc on restait dans le sysadmin. Mais là, c'est comme s'ils commençaient à construire de l'architecture, des stacks qui commencent à parler entre elles, du Apache Arrow qui va aller vers du CUDA, du scikit-learn et des choses comme ça. C'est assez marrant de voir ce mouvement software. Tu parlais aussi de QML, du coup une librairie d'algo de machine learning pré-optimisée côté GPU. Voilà, à savoir qu'est-ce qui est contenu dedans aujourd'hui. Pour moi, j'ai pas encore regardé toute la doc, mais je sais pas si tous les modèles sont supportés. Non, je crois que c'était à peu près tout. To be announced, il y avait pas trop de détails à ce que j'ai lu. Ouais, c'était c'est ça. T'as Intel qui fait de l'accélération, puis t'as Nvidia qui fait du marketing. Et les deux font très bien leur travail. Ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Mais les deux sont respectables. Ils sont complémentaires. Tout à fait. Et du coup, là, on a beaucoup parlé d'Nvidia,
on commence à parler un petit peu du coup d'abstraction, NVIDIA Docker, un truc comme ça. Et toi, tu m'as dit, il faut absolument qu'on parle de ce que fait AMD avec ROCm. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? Exactement. Alors moi je vais raconter un peu mon histoire. Comme tout le monde, j'ai suivi la vague des crypto-monnaies et j'avais acheté des cartes graphiques AMD pour faire du mining chez moi. Et après, je me suis retrouvé responsable de projet d'IA dans une école et j'étais très frustré que des étudiants me disent ah ben Johan, j'ai lancé un réseau de convolution il y a 2 jours, c'est toujours pas fini. Ah bah oui, mais à la fois tu runs ça sur un CPU dual core, je peux pas faire grand chose pour toi là tout de suite. Et donc voilà, donc c'était très intéressant cette problématique-là, enfin très frustrant cette problématique-là. Et du coup je me suis dit bon, j'arrête mes conneries avec le mining chez moi, je vais essayer d'utiliser ces teraflops de calcul pour le bien de l'intelligence artificielle, comment accélérer ça et le rendre utilisable à ses étudiants. Et du coup, j'ai découvert ROCm. ROCm, c'est une alternative, c'est toute une stack qui comprend beaucoup de choses, à la fois un driver, un framework, quelque chose qui permet surtout, donc le nerf de la guerre, c'était CUDA, on en parlait tout à l'heure. La problématique était la suivante, TensorFlow est build sur CUDA, une technologie du coup propriétaire de NVIDIA, qui ne fonctionne que sur du hardware NVIDIA. Et donc c'est là où tu as l'interconnexion entre du software et du hardware qui est assez dommage. Il y a plusieurs niveaux de structure de ROCm. Il y a notamment en fait HIP. En fait, HIP c'est leur langage kernel pour communiquer en fait pour décrire en fait des instructions GPU. C'est donc l'équivalent de CUDA. Et en fait, ils ont un outil qui s'appelle Happify qui permet de transformer donc, un kernel CUDA vers un kernel HIP. Et après, à partir de ce moment-là, tu peux soit le compiler avec le compilateur donc, de AMD qui s'appelle HCC, qui permet donc de créer du bytecode vraiment compréhensible par du hardware de AMD, ou le faire compiler par du NVCC, donc l'équivalent de compilateur mais côté NVIDIA, et que du coup là ça tourne comme si c'était complètement transparent pour la stack CUDA sur du hardware NVIDIA. Donc en fait on est en train de parler justement de cette convergence. Est-ce que ROCm c'est pas le point de convergence justement qui permet de s'abstraire du hardware? Si, très certainement. Très certainement. En tout cas, c'est une direction. Je dis pas que c'est forcément la solution, mais en tout cas, c'est une direction vers une communication justement à la fois AMD et à la fois NVIDIA. Ils sont donc confrontés à un mastodon qui était TensorFlow. C'était rendre compatible TensorFlow sur des cartes graphiques AMD, parce que c'était donc ma volonté à la base, c'est rendre compatible TensorFlow sur du AMD. Et ça leur a pris un peu de temps, mais maintenant c'est plutôt stable, plutôt finalisé. Ils sont upstream par rapport au repo de TensorFlow. Ils sont en discussion avec Google pour essayer de rendre ça upstream, vraiment, enfin, de merge ça dans le code source officiel. Et voilà. C'est énorme. Et ça, c'est open source. C'est complètement open source, bien entendu. Full open source. Ok. Et est-ce que tu sais pourquoi on n'en entend pas tant que ça parler? Je pense que la même problématique qu'Intel, Nvidia sont des génies du marketing, là où Intel ou AMD le sont un peu moins. Je pense que ça joue. C'est peut-être un marché de niche aussi. En tout cas, moi, dans le rendering 3D, j'ai mes sites de news spécialisés qui en parlaient et qui en parlent. Mais je pense que je suis juste un public cible qui fait que j'ai découvert ça par ça. Mais voilà. T'es peut-être entre les deux mondes. C'est vrai que Nvidia pousse tellement sur ce domaine-là. Et je pense au fait que les autres qui sont pas dans les upstream, effectivement, ça les bloque aussi pour tout ce qui est formation, évangélisation. Je pense que Nvidia s'est carrément attribué le TensorFlow avec le hardware, effectivement. Donc, on va regarder ça de près aussi, AMD. Très bien. Et donc, tu me parlais de Jupyter et de Kubeflow. Est-ce que l'implémentation de Kubeflow, donc qui est du TensorFlow over Kubernetes de façon plus ou moins native, on va le dire comme ça, est-ce qu'il y a cette implémentation de support de hardware AMD? Exactement. Alors, c'était une autre complexité. Donc, outre le fait de rendre compatible TensorFlow sur des cartes graphiques AMD, ça c'est d'un côté. Une fois que j'ai réussi à faire ça, je me suis dit, ok, concrètement, comment je le rends utilisable à mes étudiants?
Parce que est-ce que je leur donne une VM en PCI Passthrough? Est-ce que je leur donne un accès SSH directement sur du bare metal de mes machines? C'était assez complexe de savoir comment orchestrer au fait tout ça. Vient du coup ce que tu viens de dire, Jupyter Hub d'un côté. Donc Jupyter Hub, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment le côté collaboratif, multi-utilisateur d'un Jupyter Notebook. Et du coup, à côté de ça, tu as Kubernetes qui permet vraiment l'orchestration de Docker et de la meilleure utilisation du hardware comparé à des jobs de machine learning qu'on a besoin. Donc c'est ce que tu disais avec Kubeflow. Et donc Kubeflow permet d'abstraire complètement tout ça. C'est-à-dire que quand j'ai un utilisateur qui vient sur le Jupyter Notebook, quand il s'inscrit, il peut choisir de pool une image Docker avec une stack associée. Donc il pool une image Docker de TensorFlow, une image Docker de PyTorch ou de Café. Et à partir de là, c'est complètement transparent pour lui. Il a son Jupyter Notebook as a service à travers un navigateur Internet. Et il n'a pas du tout à se préoccuper de la stack à la fois driver et à la fois la stack hardware. Il a juste à se concentrer sur apprendre l'intelligence artificielle et le machine learning et pas tout ce qui va avec, qui n'est pas forcément le meilleur du monde, quoi. Ça sent que tu t'es tapé la tête contre les murs à compiler, à installer je te vois en train de rire, CUDA, CUDINN, recompiler avec du make et compagnie, du café, qui cohabite pas avec X ou Y, des points SO à droite à gauche. Surtout que là on parle... Donc, tu voulais abstraire ça. C'est ça exactement, la notion de binaire pour qu'il soit utilisable. Quand on a des étudiants qui sont à la fois sous du macOS, sous du Linux, sous du Windows, qu'ils n'ont pas... Voilà, ils n'ont pas forcément le même hardware qui est en dessous. C'est d'une complexité sans nom. Quand ils font un pip, ce que tu disais tout à l'heure, un pip install, finalement ils se retrouvent avec TensorFlow CPU uniquement, pas du tout optimisé. Donc voilà, donc c'était une vraie complexité de pas perdre du temps pédagogique sur des notions inutiles à savoir, et plutôt se concentrer à apprendre l'intelligence artificielle. Bon, c'est cool. C'est l'objectif de tout le monde, focuser sur la valeur du métier. Écoute, j'étais ravi de t'avoir aujourd'hui. Promis que la prochaine fois qu'on parle de hardware, je te ramène parce que tu as des notions incroyables. On a plein de podcasts de prévus. Et effectivement, je serais ravi de t'avoir pour les parties hardware dans le futur parce que tu nous exploses et ça fait tellement plaisir d'avoir des gens comme ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un Twitter? Oui, j'ai un Twitter. Mon nom de compte, ça doit être Sumenia, Sumenia. Et principalement, quand je poste, je retweet beaucoup de choses sur l'IA et sur le machine learning. Je me focus sur ces deux aspects-là. Donc, ouais. Et on peut te retrouver aussi à Lyon Is... Exactement, j'ai oublié de parler. Honte sur moi. J'ai créé une association qui s'appelle Lyon Is AI. Le but de Lyon Is AI, c'est de fédérer et de fédérer en fait l'écosystème de l'intelligence artificielle sur Lyon. On avait une problématique, c'est que il y a beaucoup de business dans l'IA, il y a beaucoup de choses qui se passent et les gens ne se connaissent pas forcément. Et c'est assez dommage quand on entend justement l'hôpital de Lyon qui veulent investir de l'argent sur de la recherche en dermatologie, alors qu'on a une pépite de Lyon qui s'appelle Newton, qui est dans ce domaine-là. C'est assez dommage qu'ils ne se connaissent pas, parce que bon, ça... Exactement. Et du coup, donc, le but de l'association, c'est voilà, de fédérer cet écosystème, de le faire rayonner, surtout l'écosystème français, pour le coup lyonnais, parce que les GAFA, c'est bien beau d'un côté, mais on a une vraie intelligence en France, des très beaux talents. Et donc voilà. Donc par rapport à ça, moi je suis responsable du pôle éducation. Je suis là pour vulgariser l'intelligence artificielle auprès du grand public d'un côté et de formation sur les étudiants du supérieur qui veulent en cours du soir essayer d'apprendre un peu plus à utiliser certains frameworks et qui ne veulent pas être tout seuls comme un Coursera propose, tout seuls derrière leur PC, mais plutôt avoir une communauté ensemble pour apprendre. À souffrir. C'est ça. Merci encore, on a hâte de te retrouver. Puis je pense qu'on retravaillera des sujets avec toi. Prochainement, je pense qu'on invitera des gens de la Fondation Jupiter. Donc ce sera peut-être le bon moment pour discuter ensemble. Volontiers. Merci à tous et on vous souhaite une excellente journée. Salut.